sans plus tarder, nous allons passer au premier panel donc, de cet ASCOM qui est intitulé Un nouvel élan, une nouvelle ère, un nouvel élan, comment construire une culture de l'innovation. On l'a perçu un peu tout à l'heure à travers donc, la conférence inaugurale de Gilles. Eh bien, il ne faut pas faire la même chose tout le temps, tous les jours. Il y a transparaît naturellement qu'il faut de l'innovation. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? C'est l'objet donc de ce panel. Et je m'en vais tout de suite appeler à ce pupitre, non, à cette tribune, je veux dire, les différents panélistes. Je commencerai par M. Dominique Khalif, qui est le directeur de la communication et de la marque à la CIE, à la SODECI, président du réseau ivoirien des communicants. On l'accueille chaleureusement. Prenez place, s'il vous plaît. J'appelle également à cette tribune M. Pierre-Marie Ngoré, qui est manager Welcome, expert consultant et praticien formateur en marketing, communication et entrepreneuriat. Le doyen, comme on l'appelle. Oui. J'appelle également, dans le temps que Pierre-Marie fasse donc son entrée majestueuse ici. Oui. Ah oui, toujours. Merci Pierre-Marie. J'appelle tout de suite également M. Eric Agnero, qu'on ne présente plus, journaliste, juriste, expert en communication, analyse politique et économique USA Africa. Mais lui, il interviendra depuis le Vermont aux États-Unis par visioconférence. J'espère que vous êtes prêts au niveau technique pour qu'on puisse avoir Eric tout à l'heure. J'appelle ici en physiciel donc M. Touré Pape Karamoko, qui est le directeur général de SN Indigo et TSK Studio. Est-ce qu'il est là, M. Karamoko? Oui. M. Karamoko arrive, va monter les marches comme à Cannes. Oui. Monsieur Daniel Konan Kwame, sous-directeur en charge du marketing digital chez RTI Digital. On accueille Daniel. Merci beaucoup. Monsieur Wilfried Assouan, qui est chef de la division produits de la Banque des particuliers de Ecobank Côte d'Ivoire. Est-ce que monsieur Assouan est là? Bon. Oui. Ah, très bien. Vous direz juste votre nom. D'accord. Ok, très bien. Ok. Très bien. Donc, c'est monsieur Milandou Emma Gidas qui donc remplace monsieur Assouan, qui n'a pas pu être là. On l'accueille également. Il a la direction Cash Management, responsable, implémentation et support, canaux électroniques et solutions. Donc, une personne indiquée pour parler de l'innovation. Alors, en attendant, je pense que Pierre-Marie reviendra tout à l'heure. Je vais déjà, pour introduire cet important panel, parler de l'innovation. De quoi il s'agit? On sait que c'est généralement l'innovation, c'est le fait d'introduire quelque chose de nouveau, généralement pour remplacer quelque chose de plus ancien dans un domaine quelconque. Et dans un monde qui est en constante évolution et sur un marché extrêmement concurrentiel, l'innovation, c'est un moyen indispensable pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille, de rester dynamique et compétitive et surtout de continuer à attirer de nouveaux clients. Tout le monde connaît donc à quel point c'est essentiel l'innovation pour une entreprise, mais comment construire une culture de l'innovation dans une entreprise, surtout dans des contextes très souvent marqués par de fortes résistances au changement. Alors,
Alors, si c'est sur toutes ces questions très pragmatiques, donc nous allons axer nos interventions au cours donc, de ce panel. Et je vais tout de suite donc laisser la parole à M. Dominique Khalif, le directeur de la communication et de la marque à CIE Sodeci, président du réseau ivoirien des communicants, pour nous dire un peu comment ça, au niveau de l'innovation, comment est-ce que ça se produit donc à la CIE Sodeci. Alors, merci cher modérateur. Bonjour à tous les membres participants à cette séance inaugurale des ASCOM. Je salue également les panélistes qui sont présents. Donc, il est important de préciser que l'innovation est un état d'esprit, est une volonté. Et dans le contexte spécifique des services dans nos États, on n'a pas besoin d'avoir de concurrence pour innover. Innover devient un moyen de survie. Innover devient un moyen d'améliorer sa productivité, donc produire moins cher. Et innover devient un moyen d'améliorer l'expérience client. Donc il est important de voir qu'on n'a pas besoin d'être dans un secteur concurrentiel. À nos niveaux, en ce qui concerne les services publics d'eau et d'électricité, ce sont des entreprises privées, donc la CIE et la SODECI. Et pour l'entreprise privée CIE qui a abordé sa démarche d'innovation depuis quelques années, nous pouvons dire que tout part de la vision du dirigeant, de la manière dont cette vision-là est traduite et partagée avec l'ensemble des collaborateurs. Et l'innovation, quand on parle d'élan, justement, c'est aussi une dynamique. Donc, ce qui s'est passé concernant les innovations à la compagnie ivoirienne d'électricité, il y a eu des cercles d'innovation qui ont permis à des collaborateurs, en décloisonnant, de pouvoir donner leur avis et leurs idées. Les bonnes idées viennent souvent du bas. Nous avons eu l'occasion aussi, vu qu'on ne peut pas se voir passer à la fenêtre quand on est en train de passer dans la rue, on ne peut pas être à la fenêtre au même moment. On a fait appel à des clients qui nous ont donné à travers des résultats d'études l'essentiel de ce qu'ils attendaient de nous, donc en termes d'innovation. Donc autant de recul, autant de perspectives, permettre à une vision partagée en interne de développer des plateformes pour permettre à l'innovation de se mettre en scène. Il faut décloisonner et il faut décomplexer. Voilà comment l'élan et voilà comment la trajectoire d'innovation peut s'implémenter. À ce niveau de mon propos introductif, je m'arrêterai là pour permettre à d'autres participants de pouvoir aborder les autres sujets. Alors, merci Dominique. Alors, je vais demander également à Pierre-Marie, qui est manager Welcome Expert Consultant, donc en communication, marketing, entrepreneuriat, également formateur. Je vais demander cette question donc, de l'innovation, de la culture de l'innovation. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Comment l'implémenter véritablement? Déjà, qu'est-ce que c'est la culture de l'innovation? Comment l'implémenter pour qu'elle ait du sens et qu'elle fasse du sens pour l'entreprise? Merci. Je voudrais un peu m'inscrire dans les propos tout à l'heure du conférencier, parce qu'il a mis l'accent beaucoup sur le capital humain. Je m'attendais à des notions beaucoup plus techniques, et en fin de compte, il a mis un point capital sur la personne. Ça veut dire sur les compétences psychologiques, comportementales, physiologiques, psychologiques. Et je dirais que pour moi, le point le plus important quand on parle de culture, justement de l'innovation, c'est d'abord l'homme. L'homme, c'est-à-dire l'innovateur en tant que tel. Quelle est sa personnalité? Après, on connaît la modélisation et les applications, comme ça vient d'être dit tout à l'heure, il s'agit du marketing de l'innovation. Mais la différence qui va se faire au départ, c'est l'innovateur lui-même. Et on a parlé tout à l'heure aussi de prisme culturel, et on sait très bien, par exemple, quand on regarde les États-Unis, on sait qu'ils ont le plus grand nombre d'innovateurs. Pourquoi? Parce que généralement, un innovateur, de par sa personnalité, il est anticonformiste, il est atypique, il est brillant. Il peut être aussi très fatigant parce qu'il est exigeant, il a un franc-parler. Tout ceci, ce sont des notions, si vous voulez, qui généralement peuvent agresser, rendre jaloux, gêner les entrepreneurs, gêner même le commun des mortels, et donc il n'a pas la possibilité à ce moment-là de s'épanouir. C'est simple, aux États-Unis, vous pouvez venir en short, vous allez voir un banquier, mais si vous avez une idée, il peut vous financer de 1 milliard, parce qu'il croit en votre idée. Il ne s'occupe pas de votre apparence, il ne s'occupe pas de vos relations. Il s'occupe tout simplement de ce que vous voulez lui le vendre, lui donner, et puis de la connaissance, de la passion que vous avez dans cette innovation et de la croyance que vous avez. Et dans des pays qui n'ont pas ça, évidemment, il y a beaucoup d'innovateurs qui passent à la trappe, qui ne sont pas vus, qui ne sont pas perçus,
Et c'est une perte énorme, mais énorme pour le pays. Ça, c'est une perte en termes de brevets déposés, c'est une perte en termes d'innovation et de progrès marketing et commercial, et ceci nuit évidemment au développement global. Donc, moi, je ne suis pas entrepreneur, je conseille des entreprises, donc je laisse aux entreprises les méthodes et les méthodologies, bien entendu, d'appliquer le marketing de l'innovation, je les connais, mais j'insiste beaucoup sur ces valeurs comportementales, psychologiques. Et pour donner une petite indication, c'est un jeu intellectuel mnémotechnique que je fais souvent, et voilà, ça c'est le mauvais côté parfois des innovateurs, c'est qu'en 7 points I, vous pouvez vous-même pressentir si vous avez des prédispositions à être innovateur. Le premier I, c'est l'imagination, bien entendu. L'imagination, le rêve, la volonté d'avoir, vous avez un projet, vous le pensez, etc. Mais c'est très important. Le deuxième point par rapport à ça, c'est aussi l'intuition. Faites confiance à votre intuition. Mais elle est très importante. Vous l'acquérez peut-être par l'expérience, mais même quand vous êtes jeune, cette intuition doit vous guider. Vous devez sentir les choses. Et comme l'a dit tout à l'heure le conférencier, c'est du ressenti, c'est tout aussi important. Le troisième point, il fait partie plus, bien sûr, du marketing, c'est l'investigation. À partir du moment où vous concevez un projet, que vous voulez innover, vous devez en connaître par cœur le client, le marché, la connaissance du marché, la connaissance bien entendu du client, la connaissance de la concurrence, ce qu'on appelle aussi le parcours client, c'est-à-dire que véritablement vous devez savoir qu'est-ce qu'aime le client dans votre produit, etc. etc. et véritablement pouvoir analyser les besoins du client. L'autre I, c'est l'innovation. Mais l'innovation, c'est une contraction inventée par les Chinois. Ça veut dire quoi, tout simplement? Imaginer, mais aussi inventer, et intra- et internationaliser. Les exemples sont tout simples. Regardez Amazon par rapport à la Chine. Ils ont décidé que non, ça ne se ferait pas. Ils ont fait Alibaba, parce qu'ils ont trouvé toutes les ressources humaines à l'intérieur de leur pays. Donc ça, c'est aussi une position culturelle, c'est une position aussi politique, et qui donne l'essor à des innovateurs au niveau national. Et c'est très important. Donc voilà, je me limiterai à ça en introduction, mais moi je mets beaucoup l'accent sur ces comportements-là qui sont fondamentaux. D'autant plus qu'en matière d'innovation, on sait très bien que les produits, etc., quand c'est que le tout technique, ça a une valeur d'obsolescence de durée de 10 à 15 ans. Parce que c'est rattrapé après par des innovations qui vous dépassent. Mais par rapport à vos, disons, à vos dispositions humaines, vous avez plus de sens, plus de facilité en tant qu'innovateur de vous adapter à ce contexte qui est changeant, qui est multiple. Et maintenant, plus que jamais, en Côte d'Ivoire comme dans le monde, nous avons affaire à 3 crises internationales qui vont nous impacter. Et c'est là où il faut faire preuve véritablement d'innovation. La crise russo-ukrainienne, qui a bien sûr des impacts inflationnistes, alimentaires, la crise du Covid, et ici, une crise récurrente qu'on a depuis 10 ans, plus de 10 ans d'ailleurs, c'est la lutte contre la cherté de la vie, mais qui concerne plus de 15 millions de consommateurs. Voilà le challenge un petit peu humain d'un innovateur à l'heure actuelle. Merci Pierre-Marie. Alors vous avez insisté sur le capital humain, sur les comportements qu'il faut avoir de la part donc, de celui qui est, on va dire, le leader de l'innovation. Alors M. Karamoko, lui, il est directeur général de SN Indigo et il a créé en même temps TSK Studio. Alors donc c'est quelqu'un qui est également à la pointe donc, de l'innovation. M. Karamoko, est-ce que vous pouvez nous dire comment on passe donc de l'idée qui est excellente à sa prototypisation ou à sa mise en pratique réelle? Comment ça se passe? Puisque j'imagine que vous êtes également à la tête d'équipe que vous formez donc à vous suivre. Oui. Comment ça se passe concrètement dans vos entreprises? Alors, je voudrais dire bonjour à ce charmant public, remercier M. Gilles Acogny pour son intervention brillante tout à l'heure et dire que je suis content d'être là aujourd'hui pour parler d'innovation. Quand j'ai vu le titre « Innovation », je me suis dit de quoi je vais parler parce que la technologie, vous savez, nous, les pays africains, nous sommes des jeunes pays. Nous avons été indépendants seulement il y a quelques années en arrière. Je dirais déjà une des plus grandes innovations qu'on peut faire en Afrique, c'est de créer du boulot et fidéliser les personnes à ce travail-là. Parce qu'en Afrique, les choses sont tellement encore récentes
que les choses sont fragiles ici. Les vies sont fragiles, les existences sont fragiles. Pour parler d'innovation, moi je suis rentré après mes études en Côte d'Ivoire dans les années 90. J'ai travaillé dans quelques agences de pub et puis après j'ai vu ce besoin. Pour ceux qui connaissent la société Indigo Pub, nous sommes dans la communication visuelle. J'aime dire souvent que nous sommes à la chaîne la plus basse de la communication. C'est-à-dire quand on a fini de tout concevoir, n'est-ce pas, monsieur? Quand on a fini de tout concevoir, c'est chez nous, on vient pour fabriquer et puis il faut livrer dans les délais les plus... Alors, j'ai eu pas mal de problèmes comme ça quand j'étais en agence et puis je me suis dit, je vais monter une société comme ça que je vais moderniser. C'est le résultat Indigo qui est créé depuis 1998 aujourd'hui. Et moi, je suis fier d'être à Indigo avec des personnes qui sont des maçons, qui sont des ouvriers, qui sont des peintres, qui sont des charpentiers. Mais ça fait près de... Depuis 1998, nous travaillons ensemble. Il y en a, ça fait 22 ans, ça fait 25 ans. Quand je les vois, on a fidélisé leur vie, ils ont des comptes bancaires. Ça peut, nous qui sommes en costard cravate ici, ça peut paraître naturel pour nous, mais récupérer le monde qui n'est pas formé, les formaliser, leur donner de la retraite, leur donner... C'est ça déjà pour moi l'innovation. Je pense que c'est à ça que sont confrontés les États africains aujourd'hui. Moi, je regardais le titre de Fraternité ce matin. On me disait qu'il va y avoir une carte. Je voyais une carte pour le monde agricole. J'étais content, j'ai dit enfin, on va plus parler de nos braves paysans, non, parce que les braves paysans, ils doivent avoir des salaires comme nous, ils doivent bien vivre comme nous, ils doivent avoir de la retraite comme nous. Et pour moi, la vraie innovation, le vrai challenge pour nous d'abord en Afrique, pour moi c'est ça, l'innovation. Parce qu'on ne peut pas continuer, c'est-à-dire quelques personnes qui ont des salaires en ville ne peuvent pas continuer à distribuer leurs salaires. Pour avoir une vraie fraternité entre nous, chacun doit bien gagner sa vie. Tous les métiers doivent être respectables. Si je suis agriculteur à Odiené, je dois aussi bien me sentir à l'aise que celui qui est directeur de cabinet à Abidjan, que celui qui joue au football. Je n'ai pas à demander l'argent à quelqu'un pour m'occuper de mes enfants ou de mes neveux. Chacun doit. Donc la vraie innovation, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Indigo. Et pourquoi j'ai créé la société TSK Studio, qui est une société de production. Nous produisons des séries. Parce que dans la logique de cette innovation, je me dis, il y a beaucoup de nos histoires, de nos belles histoires qui sont dans les romans, qui sont dans les enclaves, mais donc, qui ne sont pas montrées. Pour moi aussi, un pays, une nation doit pouvoir se regarder chaque matin, chaque jour dans un miroir. Et le miroir collectif, c'est la télévision, c'est les médias. Et malheureusement, nous n'avons pas assez de représentation encore. Donc on a créé TSK Studio pour écrire des histoires, pour créer des séries, pour faire des choses qui nous ressemblent, au lieu de regarder toujours les séries qui viennent d'ailleurs. Donc pour moi, l'innovation, comme ce matin c'est prouvé, c'est mettre l'homme au centre de toutes les choses et l'homme africain au centre de toutes nos choses. Merci. Oui, bien sûr, on peut applaudir M. Karamoko. Merci pour cette innovation pour ce qui apparaît dans nos contextes, en tout cas comme une innovation, à savoir que chacun ait droit à un salaire décent et qu'il puisse avoir droit également à la retraite. Donc c'est vrai que le prôner ainsi, surtout pour un praticien du privé, ce n'est pas toujours évident dans nos contextes d'économie très souvent informels. Donc on peut effectivement le percevoir comme une innovation de taille qui doit certainement pouvoir entraîner d'autres à suivre cet exemple. Alors quand on parle d'innovation, tout à l'heure je l'expliquais un peu à l'entame donc de ce panel, eh bien elle est nécessaire parce que nous sommes dans un environnement très concurrentiel. C'est le cas notamment, je pense, de la RTI qui fait face donc à un environnement rendu encore plus concurrentiel par l'arrivée des chaînes de TNT. Alors comment ça se passe à votre niveau? Comment vous faites face comment vous innovez? Comment vous formez vos équipes à pouvoir faire face donc à cet environnement devenu hyper concurrentiel? Monsieur Daniel Konan Kwame, sous-directeur en charge du marketing digital chez RTI Digital. Déjà, je voulais dire bonjour et merci à M. Kokoni pour cette organisation de l'ASCOM. À la RTI, aujourd'hui, l'innovation, c'est continuel. Voilà, c'est continuel parce que nous sommes la première chaîne de télé. Donc, nous sommes passés du média traditionnel aujourd'hui à tous les différents supports digitaux que vous connaissez.
Donc, il y a eu de l'innovation. Il y a eu de l'innovation dans les différents contenus, il y a eu de l'innovation dans la façon dont l'information vient aujourd'hui à vous. Il y a eu de l'innovation dans le changement même du personnel, de la vision. Il y a de l'innovation chaque jour aujourd'hui à la RTI. Voilà. Donc, se réinventer, aujourd'hui, pour nous, ça devient, c'est toute une vie. Voilà. Il faut se réinventer parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons le marketing et la communication, nous avons deux clients, comme on le dit toujours d'habitude. Nous avons un client interne et nous avons un client externe. Voilà. Donc, le client interne, c'est-à-dire toutes les autres directions. Donc, lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous apportons une amélioration, il faut que ce soit communiqué, mais au sein même déjà même de la RTI. Voilà. Donc, ça, c'est déjà le premier challenge, avant de pouvoir faire communiquer, avant de donner cette information-là aux clients qui sont extérieurs, qui sont vous, les téléspectateurs. Voilà. Donc, nous, se réinventer, c'est le quotidien. C'est chaque jour, toujours ce que nous faisons. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vais laisser encore le modérateur venir avec d'autres questions et puis voilà. D'accord. On va aller dans le vif du sujet. Merci Daniel, merci. On l'a compris, c'est la chaîne, c'est toujours la chaîne numéro 1, non, non, toujours. D'accord, très bien. Donc, mais vous n'allez pas vous endormir sur vos lauriers. Je pense que l'innovation est nécessaire. Non, nous n'allons pas nous endormir. Voilà. Voilà, nous allons encore aller plus loin. Voilà. Parce que nous voyons aujourd'hui la concurrence est là. Mais ils nous regardent. Ils nous regardent. Très bien. Et nous, on regarde aussi la RTI, on regarde la télé avec beaucoup de plaisir. On espère toujours des changements continus pour aller plus loin. Alors, quand on parle d'innovation, on parle aussi beaucoup de canaux digitaux, puisque le digital aujourd'hui est incontournable. On parle de plus en plus, c'est dans l'air du temps, mais c'est une nécessité, des transformations digitales, même des entreprises. Alors, je vais poser la question à M. Milandou, qui est donc responsable implémentation et support des canaux électroniques et solutions chez Ecobank. Alors, je vais lui demander, bon, qu'est-ce que les différents canaux, qu'est-ce que les canaux digitaux permettent d'apporter aujourd'hui dans le paysage bancaire, s'agissant d'Ecobank de Côte d'Ivoire. Monsieur Milandou. Okay. Bonjour à tous, merci encore pour l'opportunité. Alors, parlons des canaux digitaux ici en Côte d'Ivoire. Je vais voir à plus large échelle, hein, même parlons de l'Afrique. On est sans l'oublier qu'en Afrique ici, on a tous été secoués par justement le Covid et bien d'autres événements qui nous poussent à aller au-delà de ce qu'on sait déjà faire. Donc cela étant dit, Ecobank est une banque panafricaine avant tout. Et étant une banque panafricaine, nous voulons tout d'abord répondre aux problèmes africains avec des solutions bien évidemment africaines. Donc nous passons continuellement notre temps à justement penser à des solutions innovantes, d'accord, en vue de répondre à ces différents problèmes auxquels nous faisons face. Donc il y a plusieurs produits justement adaptés aux différents besoins. En l'occurrence, des produits tels que des produits de paiement. Justement, donc, à travers ces canaux, nous donnons des produits de paiement, d'encaissement, toutes ces solutions, toujours dans le but de pouvoir simplifier la vie du client et vraiment changer la manière dont les choses se font. Parce que nous croyons qu'en approvisionnant nos solutions électroniques, nous ne répondons pas seulement aux besoins de la population de manière simple, mais nous changeons aussi l'histoire, nous changeons la manière dont les choses se font. Et cela se fait, bien sûr, avant de parler même de solutions, on parle de la sensibilisation. Donc, parlons de la sensibilisation, je fais allusion à 3 éléments. On parle déjà de l'information. Il faut que les gens soient informés de ces solutions, de ces canaux. Donc, ça, c'est une belle opportunité encore qu'on a là. Ensuite, secondo, il y a la formation. Donc, la formation qui va justement mener les gens à la transformation. Étant transformés, c'est un changement de mentalité, c'est une adoption même de ces solutions en vue d'obtenir le résultat qu'on veut et de la valeur. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci. Okay. Merci beaucoup. Alors, merci Gildas. Je vais pas monopoliser le micro, je vais vous laisser la parole donc,
au public relevé et distingué qui est là. Si vous avez des questions à poser à l'un ou l'autre des panélistes, n'hésitez pas. Oui, il y a juste à l'avant. Allez-y. Je suis Mariama Dachagas, directeur de RTI Publicité. En fait, ce n'est pas une question que je vais poser, mais c'est plus une contribution. Et je voudrais remercier tous les panélistes ici présents et tirer mon chapeau à M. Pierre Goré, qui n'est plus à présenter, pour nous, les personnes de sa génération. Pour la nouvelle génération, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'à l'époque, au moment où la situation devenait très difficile, au point de vue communication dans le pays, M. Pierre Goré a sorti un concept consommé ivoirien. Et cela nous a permis de pouvoir réguler certaines crises dues au secteur environnemental de production. Et par la même occasion, je remercie aussi M. Karamogo Kara, qui a été l'un des pionniers dans le milieu de la publicité, de la production. À l'époque, on avait des grands producteurs tels que les Cardo, les Philippe Doumeng et tout. Mais M. Kara a mis du sien, il a produit à la sauce ivoirienne et africaine par ricochet. Je rebondis en disant que je suis tout à fait d'accord avec M. Pierre Goré en disant que pour qu'il puisse avoir une innovation, il faut d'abord que les concernés acceptent. À la RTI, nous sommes quand même un exemple. On va même dire, nous sommes le symbole même de l'innovation, d'une espèce d'innovation. Lorsque les différents directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de la RTI ont voulu nous imposer cette innovation, il faut reconnaître que nous avons été réfractaires à toute forme d'innovation. Parce qu'on disait qu'on ne pouvait pas accepter qu'un directeur général, qui plus est, soit diplômé de toutes les grandes écoles, vienne nous imposer sa manière de voir. Parce que ce n'était pas du tout facile. On a vu ça comme si on voulait nous imposer quelque chose et nous avons rejeté. Il a fallu que les directeurs généraux en question se réinventent, nous approchent et nous expliquent pourquoi il fallait qu'on accepte l'innovation. C'est pour cette raison qu'à la RTI, d'ailleurs, il y a plusieurs générations. Il y a la génération de votre panéliste et puis il y a la génération des vétérans. Il arrivait un moment où on se regardait même en chien de faïence. On disait que c'était une génération d'un directeur général, mais ils allaient nous trouver sur le chemin et il y avait beaucoup de blocages. Et quand on a compris que la concurrence arrivant à grands pas allait s'imposer à nous et que c'était nos salaires, nos postes qui étaient menacés, nous nous sommes alignés rapidement. Effectivement, nous nous sommes alignés rapidement parce qu'il fallait innover dans tous les secteurs. Au niveau même du journal télévisé, au niveau même de nos équipements. À l'époque, on avait nos caméramans, c'était des grandes caméras et autres. Mais quand on a vu qu'à la concurrence, c'était des petits, c'est-à-dire du matériel raffiné, nous avons été frustrés. Nous nous sommes sentis bafoués dans notre intégrité. On a dit, mais pas question, la RTI quand même, c'est la chaîne nationale. Il faut qu'on s'inscrive dans cette innovation. C'est pour cette raison que nous avons investi dans la formation. Nos agents sont allés en formation dans les structures où le matériel que nous utilisons aujourd'hui a été créé, ont été plus ou moins créés. Au niveau de la publicité, je vais dire au niveau de la régie publicitaire, étant dans un environnement où on avait le monopole, on attendait, on concevait les offres en fonction de notre manière de voir, en fonction de nos programmes. Et on s'est dit,
de toutes les façons, on ne va pas vers le client. Le client viendra de lui-même. Mais aujourd'hui, nous parcourons on va dire hameau, quartier, village, pour rechercher les annonceurs. Parce qu'on s'est dit qu'on n'a plus le monopole. Il faut que nous allons à l'encontre du client plutôt que d'attendre que ce soit le client qui arrive. Nous avons créé aussi des niches grâce à cette innovation. C'est pour cette raison qu'effectivement, quand il y a eu la libéralisation de l'espace audiovisuel, c'est sûr que nous avons des parts qui ont été grignotés. Mais le déficit, nous l'avons comblé grâce aux niches que nous avons créées. Ce qui veut dire que cette innovation a été très salutaire. Et à l'ère des nouvelles technologies, si une entreprise ne s'inscrit pas dans l'innovation, elle va certes disparaître. Donc j'invite tout le monde à s'inscrire dans cette innovation. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. C'est très passionnant. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. On va prendre des personnes qui attendent, qui sont en ligne. Je vais voir avec la réalisation ce qu'il est possible. Bon, c'est un gros mot, je parle en présence des gens de la RTI. Alors, je vais voir qui est en ligne. Je pense Eric, normalement, doit être là. Eric, bonjour. Eric, le son, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir du son? Alors, si... Oui, oui. Ben, écoutez, si Eric n'est pas audible, on va voir du côté d'Anaïs Giraud. Anaïs, non plus. Ah oui, c'est le son, on a un problème avec le son. Bon. Et là, Eric est très enthousiaste, mais on ne l'entend pas. Donc. Oui. Ah oui. Il fait des grands gestes, il est bien là. Bonjour ou bonsoir, non, je pense que c'est bonjour. Aux États-Unis, on va dire. À partir de là où vous vous trouvez. Oui. Oui. Alors, bon, malheureusement, on n'a pas le son. On n'a toujours pas le son. Donc, il y avait une main. Bon, on va prendre la question. Et on n'est plus très loin de conclure parce qu'il y a des contraintes. Le déjeuner est prêt, sinon il va refroidir. Et puis surtout, nous avons un intervenant en ligne avec qui on aura une conversation tout à l'heure, M. Paul-Emmanuel Refers. Voilà, oui, allez-y. Bonjour, chers panélistes. Je suis professeur de mathématiques, innovateur, intellectuel. Et je remercie d'élucider la valeur et l'expérience. Nous, innovateurs, dans le domaine éducatif, on est parti du fait qu'il y avait des échecs en milieu scolaire, mais surtout, la jeunesse de notre génération ne maîtrisait pas l'outil mathématique. Et nous constatons que les résultats scolaires sont négatifs parce que la jeunesse de maintenant ne maîtrise plus les sciences. Ils n'ont pas trop bossé les maths. Ils en ont peur. Ils ont fait de ça un ulcère, comme j'ai tendance à le dire. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Il fallait amener cette génération à aimer l'outil scientifique. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de digital, tous ces mots digital, innovation, découlent, sont les filles des mathématiques. Alors, il faut amener cette jeunesse. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire, on voit que les élèves, les résultats se bonifient, mais il fallait innover.
Et comment on tire les cours? Et nous avons pris des jeux intellectuels imposés à l'école ivoirienne. Vous avez vu, les élèves ne tirent plus les cours parce qu'ils ont de quoi faire. On lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Mais si les élèves, avant on avait les clubs mathématiques, les clubs de physique, les clubs d'anglais, un sacerdoce pour amener la jeunesse à se maintenir à l'école. Depuis un certain temps, plus ces clubs n'existent plus. Alors chacun s'adonne au cellulaire, vous faites un coup, l'élève, la fille, la jeune fille est en train de scruter les vidéos. Alors on ne peut pas les frapper. Alors il faut les amener à ces jeux. Dieu merci, nous avons innové. Aujourd'hui, les résultats sont probants. C'est pour ça que je suis d'accord avec ces innovateurs qui sont là. Et l'AETI doit nous accompagner. Moi, tu vous parles, je suis le fils de l'AETI, parce que c'est grâce à l'AETI, en véhiculant tous ces messages à la télévision, les résultats sont bons. Arrivé au Japon, et nous quittons la Côte d'Ivoire pour aller au Japon, introduire, faire la promotion de l'innovation à partir des jeux traditionnels. Vous avez vu que le ludo que vous jouez, on minimise ces gens de personnes, mais aujourd'hui on a donné une arme à certaines personnes qui pratiquent le ludo et nous l'avons introduit à l'école. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous a permis de nous rendre au Japon, en Afrique du Sud, à Johannesburg, nous sommes médaillés de bronze pour la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'innovation apporte, mais nous avons besoin de l'État de nous soutenir. Je suis venu, j'ai été mouillé. Pourquoi? Comme un innovateur, tu vas au Japon, tu vas en Belgique, tu vas en Chine pour promouvoir l'innovation ivoirienne est frappé par la pluie ce matin. Donc, vous voyez que l'innovateur n'a pas sa valeur ici. Je ne vis pas, nous ne vivons pas de l'innovation ici chez nous. C'est pour ça que celui qui a parlé de Made in Côte d'Ivoire, l'Ivoirien ne vit pas, ne mange pas l'Ivoirien. Mais mange l'Ivoirien négativement. Parce qu'un innovateur, on passe partout. Dans les universités du Burkina, promouvoir mon innovation. En Côte d'Ivoire, on néglige l'innovateur que nous sommes. Donc, l'innovation est un élément essentiel pour apporter, pour valoriser l'école. Aujourd'hui, on parle de tricherie en milieu scolaire. Le WhatsApp, mais ce n'est pas le seul jour de l'examen, c'est depuis la rentrée. Et nous, avec ce que nous avons mis à l'école, on amène l'étudiant à vraiment prendre au sérieux ce n'est pas à l'école seulement, mais au village. Pendant les vacances, on doit travailler. J'ai interdit mes filles à regarder la télévision pendant les vacances 2 fois. Un élève en bonne et due forme doit toujours dire un roman au moins par jour, sinon il ne vit. C'est cette innovation. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Je pense que vous avez mis aussi là le doigt sur quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, il faut absolument, je passe sous le contrôle des directeurs qui sont là. Et je pense que c'est fondamental aujourd'hui d'avoir un contexte favorable à l'innovation, qu'il s'agisse d'un contexte promu par les pouvoirs publics, qu'il s'agisse également d'un contexte promu par les entreprises elles-mêmes. Et de ce point de vue, je pense que j'avais commencé avec Dominique Calife de la CIE. Je pense de ce point de vue, la CIE peut peut-être nous apporter pas mal de choses en termes d'expérience, comment est-ce que ça se fait, l'environnement donc, de l'innovation à la CIE ici. Est-ce qu'il y a des espaces véritablement appropriés pour la créativité, puisque ça se fait dans d'autres grands groupes? Comment ça se passe concrètement chez vous? Alors, merci de ce point. Et ce sera votre mot de fin? Oui, il n'y a pas de problème, j'ai bien compris. Il faut un contexte incitatif qui permette donc au niveau réglementaire et au niveau organisationnel de promouvoir l'innovation. Donc, j'ai parlé tantôt de cercles d'innovation qui a été créé. Il y a également des directions de stratégie de transformation digitale qui sont créées, de nouvelles recrues, donc des idées nouvelles sont intégrées, et tout ça permet d'engager dans la bataille du temps l'innovation. Elle a parlé d'acceptation tout à l'heure, Madame Dachagas. Il faut bien se rendre compte que le temps est une variable importante également en innovation parce que l'acceptation en interne prédispose le succès en externe. Et la vraie information nous concernant au côté CIE, c'est que nous avons commencé à développer une application qui répondait à des attentes formulées depuis longtemps et qu'on a lancée en 2019, alors qu'elle a commencé... Ça? Comment? Suivi Conso? Non, en fait, ça s'appelle ma CIE. Donc, Suivi Conso est à l'intérieur de la CIE, justement, où vous pouvez avoir l'histogramme de vos consommations.
Et on a commencé 2 ans avant. On a fait le tour de la Côte d'Ivoire avec des équipes pluridisciplinaires, aller expliquer aux collaborateurs, voilà les nouvelles attentes des clients, voilà comment on doit anticiper le futur, et voilà ce qui est ou ce qui existe comme solution que nous devons tous embarquer. Donc nous avons été tous ambassadeurs, ils ont accepté, il y a eu des échecs, on s'est relevé, on a fait des test and learn, donc de l'échantillonnage sur des zones, et c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est l'espace, c'est le temps, c'est les hommes, parce que quand on parle de transformation, c'est l'homme qui l'a créé et c'est l'homme qui en bénéficie. Donc c'était important. Aujourd'hui, l'application a dépassé les 10% de base donc, de clients donc, qui l'ont téléchargé. L'application aujourd'hui permet de générer 20% de personnes qui commencent leur expérience en ligne et qui la finissent en ligne. Donc même pas besoin d'aller en agence. Donc ça nous a réduit les files d'attente. Et quand on parle d'innovation, il faut également voir le futur. Aujourd'hui, côté électricité, je vais vous faire une confidence. Nous avions en 2015 1,5 million de clients. 1,5 million clients, donc abonnés, donc pas usagers. Et en 2021, nous sommes à peu près autour de 3 millions à effectif constant. Si vous n'innovez pas, avec 4700 employés, vous gérez 1,5 million de clients. Avec 4700 employés, vous gérez 3 millions de clients. Ce n'est pas possible de survivre. Donc, il est important d'innover. Donc, on a introduit les compteurs électroniques qui permettent donc de réduire la charge donc, sur la relève. On a introduit les surveillances de ligne avec des drones qui permettent d'éviter les vols en hélicoptère pour ramener les données. On a introduit des capteurs sur le réseau pour savoir où il y a des défaillances et anticiper au niveau de l'éclairage public et tout ça, comment améliorer la productivité du réseau. Donc, c'est autant d'innovations de nos processus internes qui garantissent que le client fasse moins d'efforts. Parce que, in fine, que ce soit la population ou le client, il faut lui simplifier la vie. Voilà l'enjeu de l'innovation et de l'anticipation telle que nous la concevons côté CIE. Merci beaucoup, M. Khalif. Alors, voilà, ça vaut bien des applaudissements. On va essayer d'écouter à nouveau Eric. Allô, vous m'entendez? Oui, là, on vous entend bien. Oui. Ben, je suis très heureux de vous rejoindre. Ça tombe juste, j'avais alloué 7 heures de Burlington sur la côte Est à 8 heures parce qu'à 9 heures, je dois reprendre une autre activité. Mais très rapidement, j'aimerais parler de l'innovation qui est elle aussi, on va dire, influencée par la technologie. Je me souviens à Abidjan, l'apparition je ne me souviens plus le nom de cet appareil en français, mais c'était un beeper. Voilà, donc qui a donné, après le beeper, on a vu venir le téléphone cellulaire. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a toujours eu une culture d'innovation. Des pionniers comme Ngoré et bien d'autres l'ont démontré. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Quand je quittais Radio Nostalgie pour aller à La Voix de l'Amérique à Washington, j'ai pu m'intégrer dans la nouvelle équipe qui était donc en majorité composée, pas de vieillards, mais de grands frères, tout simplement parce qu'à Radio Nostalgie, on avait déjà procédé à la mutation analogique vers le digital. Déjà à Radio Nostalgie, j'étais capable de produire une émission sur mon ordinateur. Mais, arrivé à Washington, j'ai pu donc gagner mes lettres de noblesse en favorisant l'accès donc à cette mutation à tous les autres employés. Et bon, j'étais le plus jeune, mais ça ne veut pas forcément dire que la mutation vient avec la jeunesse, vient avec les nouvelles technologies. Cependant, aux États-Unis, il y a un contexte favorable à l'innovation. C'est un contexte non seulement qui est garanti par l'État qui, si je prends l'exemple du Vermont, crée des pôles d'innovation et réduit la barrière entre les universités et le monde à l'extérieur des universités, c'est-à-dire les entreprises, le gouvernement. Les fruits des recherches à l'université sont directement applicables dans le monde réel, et le monde réel donc aspire cette innovation et cette recherche
Donc, il y a un jeu qui est très intéressant entre les universités, les centres de recherche et la vie pratique. Il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, on est dans un contexte de compétition et de free market, comme on dit, ce qui fait qu'il y a la compétition. Là où il y a la compétition, il y a effectivement un regain d'innovation. On n'a pas assez de temps, mais j'aimerais donc attirer l'attention de tous sur ce que peut constituer comme outil d'innovation l'intelligence artificielle. On l'utilise déjà, hein, ce n'est pas de la science-fiction, on est déjà dans l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, celui qui a réalisé, il est parmi ceux qui étaient dans la task force à la CIE, et, un parent à moi et Dominique Calife le connaît bien, je me garderai de dire son nom peut-être ici, mais cette innovation en ce qui concerne ma CIE, c'est quelque chose qui a été pensé, c'est quelque chose qui a d'abord été, qui a vécu en incubateur au sein de l'entreprise et qui a définitivement donné jour à une application intéressante. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle permettra, hein, et spécialement pour les gens qui sont dans le milieu de la communication, de faire des bons exceptionnels. Alors je vais rapidement lister quelques endroits où ceux qui font des relations publiques et la communication peuvent bénéficier de l'intelligence artificielle. C'est par exemple, elle vous permet aujourd'hui de produire des communiqués de presse automatiquement, hein, et des rapports médias en utilisant ce qu'on appelle le Natural Language Generation, le NLG, la génération automatique de texte. Elle permet par exemple aussi de faire ce qu'on appelle sentiment analysis, l'analyse des sentiments, si je peux traduire ça comme ça, qui permet donc, grâce au Natural Language Processing, le NLP, une technique utilisée donc, pour déterminer si l'information, les datas sont reçues positivement, négativement ou de façon neutre, ou seront reçues négativement de façon neutre ou positive. On a, grâce à ces algorithmes et grâce à ces techniques, donc la possibilité d'anticiper sur la réaction du client, du prospect, de l'individu, du citoyen, puisque de toute façon, la communication et l'intelligence artificielle sont aussi utilisées donc, par les gouvernements, par les organisations et autres. Ça permet aussi, par exemple, de façon plus triviale, hein, de pouvoir identifier et extraire des noms, des places, des entreprises, des événements, des datas, juste en regardant une vidéo. Donc, vous avez la possibilité de, pendant que d'avoir des lunettes qui vous permettent dans l'assistance de ne pas vous tromper au moment, par exemple, de faire les discours où on n'a pas envie d'écorcher le nom du ministre, où on n'a pas envie d'écorcher le nom d'une personnalité qui est là, donc grâce à la reconnaissance faciale qui nous permet donc d'arriver. Autre chose que cela peut créer, par exemple, la possibilité de traduire aujourd'hui des documents. Mais aujourd'hui, ceux qui ont utilisé Google Translation il y a 10 ans sont bien surpris par les innovations. Enfin, la perfection aujourd'hui presque égalée des traductions en ligne ou des traductions par des softwares et autres. Alors, rapidement, l'intelligence artificielle aussi… Eric, on va conclure. Oui, alors, donc, pour moi, il y a deux choses. Être ouvert à l'innovation, c'est d'accepter les mouvements qui se passent autour de nous dans notre contexte et surtout embrasser la technologie qui nous permet aujourd'hui de faire ces bons remarquables. On n'a pas eu le temps de développer effectivement ce que l'intelligence artificielle peut faire, mais c'est un appel donc aux entreprises, un appel aux institutions gouvernementales à songer à ce secteur en Afrique, permettre donc aujourd'hui d'anticiper car bientôt, ça sera la norme. C'est pareil pour l'environnement. On continue à construire des maisons qui ne sont pas de façon environnementale viable. On les cassera dans 10 ans quand ça sera la norme appliquée à tout le monde. Merci.
Merci Eric, merci infiniment pour ta patience déjà et puis pour cet éclairage. Merci infiniment. On n'a pas eu tort d'attendre, de t'entendre. Merci encore. Et à Oh, très, je vous en prie. à très bientôt. Alors, il y avait Zenabou, j'ai cru apercevoir Zenabou Sarr qui était en ligne également. On va peut-être terminer avec elle, si elle est toujours là. Zenabou? Allô? Allô? Je crois que le micro, ou alors il n'est plus connecté. Donc vous pouvez parler. Hein. Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous nous entendez? Non. Non, ben écoutez, il y a notre ami mathématicien qui disait tout à l'heure que l'innovateur en Côte d'Ivoire ne vit pas vraiment de l'innovation. C'est très difficile. Monsieur Karamoko, vous qui êtes à la tête de SN Indigo, de TSK Studio, qui avez innové, est-ce que ça vous permet de vivre l'innovation? Vous pouvez activer. Non, mais en fait, si l'innovation permet de vivre bien, oui, mais de vivre très bien, moi je vis très bien. Ah. Donc, parce qu'il faut, justement, je vais prendre son numéro, parce qu'il faut apprendre à vendre tout ce que tu innoves aussi. Le problème des choses nouvelles en Afrique, on ne sait pas les vendre. Le problème des choses, d'abord, je dis, moi je n'ai pas de complexe, l'argent est nouveau dans notre vie. Moi, j'ai un compte bancaire ouvert, mais ma mère n'en avait pas. Donc, c'est récent, le compte bancaire dans notre vie. Voilà. Donc, et l'argent, on s'habitue à l'argent. Voilà. Donc, ce que tu innoves, comment tu dois le vendre, comment tu dois gagner ta vie, tu dois pouvoir préparer ça. Il ne suffit pas d'innover pour innover. Il faut vendre tout ce que tu fabriques. Et tu vends et puis tu encaisses. C'est ça. Okay. Voilà. Moi, je ne sais pas demander l'argent, mais si tu m'as pris mon travail, tu vas payer. N'est-ce pas? Il faut apprendre à faire ça. Il ne faut pas se plaindre comme ça. Non, on doit te payer ce que tu innoves. Tu ne voyages pas, si tu n'as pas, si on t'envoie en mission, tu demandes ce qu'il te faut comme charge là-bas, et puis l'argent là, tu mets de côté à la maison d'abord avant de voyager. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un des problèmes de nos pays ici. Ils n'ont pas de complexe. L'argent, c'est un instrument de travail. Voilà. L'argent, c'est un instrument de travail. Il faut avoir un rapport froid avec l'argent. Ça sert à payer ses factures, ça sert à payer l'école des enfants, ça sert à nous soigner à l'hôpital, ça sert à ça. Donc, à partir de ce moment-là, on le met des gardes, et puis il faut le garder. Hein. L'argent, il ne suffit pas de le gagner, il faut le garder. Parce qu'ici, on en gagne, ça passe dans la main de beaucoup de personnes, mais ça s'en va. L'argent circule, mais je pense que maintenant, il faut qu'on apprenne aussi à le garder. Donc, c'est un bon conseil. La vraie force, c'est garder l'argent. Les autres peuples, les Libanais, les Français, c'est ce qu'ils ont de plus que nous. Ils gardent l'argent. Nous, on doit apprendre à gagner l'argent. Nous tous, on a même surnommé des voitures pour dire, quand mon papa avait l'argent, et puis on rigole. On ne doit plus rigoler de ça. Si on gagne l'argent, ça ne doit plus partir. Voilà. Ok, super. Ça, c'est une grande innovation. On peut l'applaudir. Monsieur Goré. Oui, je voulais simplement, merci Mariam pour l'intervention que tu as faite sur la notion d'innovation en parlant de cette fameuse campagne Consommer ivoirien, et c'est malin. Je voudrais juste de manière non pas immodeste, mais pour partager l'expérience, parce que ça peut apprendre aux jeunes. Hein. Je disais tout à l'heure, il y avait les 7 I, mais dedans aussi, il y a l'indépendance d'esprit. Parce que quand on a été appelé, justement, le making-of, comme on dit, pour cette campagne, c'était le choc de la dévaluation. Le peuple était entièrement traumatisé, tout le monde était traumatisé, on n'avait pas de solution. Et le gouvernement a convoqué 2 ou 3 agences, et m'a convoqué aussi, j'étais encore consultant, je n'avais pas monté mon agence. Et quand j'ai vendu le concept de consommer ivoirien, c'est malin, il a reçu toutes les oppositions possibles de la part du politique, et je remercie, c'était le ministre Duncan à l'époque, qui a pris parti contre son gouvernement en entier. Je présentais au Conseil des ministres parce qu'ils ont dit « c'est populaire et c'est vulgaire ». C'était ça. J'ai dit « mais quand on parle d'un peuple et qui subit la moitié de réduction de ses rentes, il faut absolument s'adresser à lui ». J'ai fait le test. Le test, il dit qu'effectivement, si vous êtes des élitistes,
tant mieux, mais c'est le peuple qui s'intéresse. Et sur le peuple, ils ont vraiment réagi à ce concept-là, ils se le sont appropriés, et ça a été le précurseur du Made in Côte d'Ivoire. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui traversent, qui me disent, grâce à ce slogan, j'ai cru en moi, j'ai lancé mon pagne, j'ai créé ceci, et c'est ma plus grande satisfaction. Donc vraiment, je veux dire que l'innovation, il faut créer un cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le cadre qui doit être aussi créé et qui existe ailleurs, c'est qu'en Amérique et aux États-Unis, l'innovation et l'esprit d'entreprendre, qu'il faut connecter les deux, c'est la première compétence transversale que l'on donne et que l'on oblige à faire aux étudiants. C'est-à-dire toute discipline confondue, à partir de l'école, on leur apprend la culture d'innovation et l'esprit d'entreprendre. Et c'est comme, il n'y a pas de mystère. C'est comme ça que quand ils arrivent au bac, etc., vous avez 50, 60 qui veulent devenir entrepreneurs et qui disent qu'ils veulent innover. Ce n'est pas le cas, bien sûr, dans nos pays, où généralement c'est plutôt le diplôme. On pense que c'est le diplôme qui fait tout. On pense que c'est la représentation qui fait tout. Et donc ça limite l'imaginaire, ça limite l'ambition, ça limite les jeunes vraiment à s'ouvrir et à tenter mille et une choses. Et ça, c'est très bloquant. Alors, à l'intérieur, effectivement, des entreprises, le système, le dispositif existe, mais moi, je m'adresse vraiment, véritablement à l'ensemble des populations, et notamment aux femmes, parce qu'elles sont très actives, très dynamiques. Elles ont eu le premier prix d'entrepreneuriat et d'innovation au monde il y a plus de 2 ans. Ce sont des ménagères, etc. Ça veut dire qu'on a un potentiel fantastique. Et il faut pouvoir mettre simplement les conditions pour que ce potentiel nous appartienne de manière pro-nationale et que vraiment on en profite véritablement avec une valeur ajoutée que l'on dispose en matière de créativité, d'imagination, de notre philosophie de vie. Tout ceci, ce sont des atouts que l'on doit savoir exploiter rationnellement dans le cadre de la création des produits, dans le cadre de création d'entreprises. Donc j'aurais juste terminé là-dessus. Et la révolution interne peut-être de l'entreprise, c'est le management participatif. On n'est plus dans un management directif, il faut un management délégatif, participatif, vraiment délégatif, et notamment et vers les nouvelles générations. La deuxième notion qui est importante, c'est plus la notion de salarié, c'est la notion de collaborateur. Vous allez à Coca-Cola, le balayeur, l'agent de service, il connaît le plan d'action de Coca-Cola. Et chaque fois qu'il balaye, il contribue à la réalisation de ce plan-là. Ça veut dire que c'est partagé. Le manager partage exactement sa vision stratégique, il partage les éléments, les objectifs, et les employés ont ce sentiment d'appartenance. La contrainte, c'est de les mettre dans les meilleures conditions. Parce qu'un collaborateur qui est mis dans les meilleures conditions, c'est le meilleur ambassadeur, évidemment. Donc on commence par le travail des collaborateurs avant d'aller vers les clients. Mais si on fait tout ça, effectivement, la route de la culture de l'innovation, elle nous est grandement ouverte. Merci. Merci. Avant de conclure, donc on va passer la parole à Anaïs Giraud. Je pense qu'elle est en ligne maintenant, elle nous entend. Oui. Vous entendez? Bonjour. Anaïs? Bonjour. Très bien. Alors, vous avez fondé Gramica, qui est une agence spécialisée dans le digital. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont poussé donc vers cette agence du digital? Et aujourd'hui, est-ce que ça vous semble pertinent de dire que l'innovation, c'est essentiel pour l'entreprise? Oui, alors je vais être très très rapide parce que l'heure du repas arrive. Donc voilà, c'est une régie publicitaire digitale qui est spécialisée sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'océan Indien. On est basé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et pour nous, l'innovation, c'est tous les jours. Notre environnement dans la publicité digitale, c'est très concurrentiel, c'est mondialisé. On ne se bat pas qu'avec d'autres agences ou régions en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier. Et c'est surtout avec elles que le combat est le plus rude. Et en fait, l'innovation, ce n'est pas une option, c'est une obligation pour continuer à vivre et à survivre. Et l'innovation, ça peut être une idée, ça peut être une nouvelle technologie à mettre en place, mais pour qu'elle soit utilisée, il faut la faire comprendre. Et souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous voyez une nouvelle application, vous voyez une nouvelle entreprise, vous dites « Ah, j'avais l'idée, j'aurais pu le faire, etc. » Mais j'avais l'idée, tout le monde peut le faire, tout le monde l'a, l'idée. Après, pouvoir le faire, c'est quand même plus compliqué. Et rendre l'innovation facile, compréhensible et adaptée à tous, ça, c'est encore plus complexe. Et nous, dans notre entreprise, par exemple, on essaye d'avoir des innovations chaque trimestre. Ça peut être un nouveau produit, une nouvelle façon de gérer les relations humaines, des nouveaux marchés à conquérir. Et on ne met qu'une idée en place parce que, pour moi, l'avoir l'idée, c'est facile.
la faire comprendre, qu'elle soit mise en place et qu'elle soit adhérée par l'équipe. Et là, le monsieur juste avant moi parlait de sentiment d'appartenance, que notre équipe sont les meilleurs ambassadeurs. Bah, je suis tout à fait d'accord et c'est dur à mettre en place parce que il faut que de la personne la plus haute dans l'échelle à la personne la plus basse, que tout le monde comprenne que l'intérêt de la mise en place, comment on va le faire et qu'est-ce que ça va apporter à chacun et qu'après nos clients aussi puissent adhérer au projet. Donc voilà. Bah, merci à vous. Merci Anaïs, merci beaucoup. Alors, retour sur le plateau pour parler comme la RTI, puisque je vais m'adresser tout de suite à Daniel, donc pour son mot donc, de fin. Voilà, donc nous sommes toujours en train d'innover. Voilà, donc qu'on le prenne en Côte d'Ivoire ou dans les pays ailleurs, l'innovation, c'est notre quotidien. Voilà. L'innovation, c'est notre quotidien dans la vie de chaque jour, dans nos familles, en entreprise. Partout où nous allons, nous devons innover. Si nous restons typiquement dans le cadre de la RTI, comme je l'ai dit, vous avez vu, nous sommes partis de la télé traditionnelle aujourd'hui avec les différents supports digitaux. Donc l'information aujourd'hui peut vous trouver là où vous êtes à la maison sur votre téléphone mobile avec le site internet. Donc vous pouvez avoir accès à tout ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est quoi? C'est le divertissement, c'est le journal, c'est tous les contenus de la RTI. Vous pouvez avoir accès à ces contenus-là à n'importe quel moment. Aujourd'hui, nous avons fait une application mobile qui a plus de 2 millions de téléchargements. Voilà. Où vous pouvez voir le streaming. Voilà, vous pouvez voir le streaming de RTI 1, RTI 2, ensuite de la 3. Voilà, donc voilà, tout ça c'est une innovation au lieu de peut-être rester sur le poste téléviseur, mais là vous avez l'application mobile et partout où vous êtes, que ce soit à la diaspora, que ce soit en Côte d'Ivoire, vous pouvez avoir accès à la chaîne du groupe RTI. Voilà. C'est pas, Daniel, c'est avec moi. Alors parlant d'innovation concrète, on va rentrer bientôt dans la saison des vacances. Je suppose que chez vous c'est beaucoup oui. Voilà, beaucoup de choses qui se font. Est-ce qu'on peut avoir une idée des innovations donc, de la campagne je vois un peu là où vous voulez vous mener, c'est là où il y a les émissions de vacances. Oui. Voilà, donc à ce moment-là, les émissions de vacances, on a Ozo Vacances, il y a Varitoscope qui arrive. Donc les innovations à ce niveau-là vont peut-être bon, il y aura des présélections déjà, d'abord dans les petites villes à l'intérieur. Les innovations, on va peut-être faire les directs. Oui. Voilà, on va peut-être faire les directs déjà peut-être sur le digital pour que les gens puissent avoir accès à ce qui se passe de l'extérieur, peut-être soit à Djouekoué ou voilà. Donc nous, étant à Abidjan ici, nous allons peut-être soit nous connecter sur le Facebook Live pour pouvoir voir un peu tout ce qui se passe de l'autre côté et partager en temps réel ces informations pour que voilà, tous ceux qui sont ici puissent voilà, s'imprégner réellement des présélections et tout ça avant de passer à la phase finale. Okay, merci Daniel, je pense que on va compléter. Voilà, je pense que on va compléter. Oui, nous c'est la jeune génération, on va laisser. Je disais que la RTI avait développé des niches. Nous avons zéro complexe. Et nous avons un produit qui marche bien, c'est Bonjour. Malheureusement, Bonjour a été plusieurs fois copié par certaines grandes télévisions qui se sont même installées ici. Mais enfin, on ne va pas rentrer dans la polémique. Ayant vu cela, nous aussi, nous avons compris qu'il fallait conquérir le marché à l'international. Et pour les vacances, nous allons sillonner l'Amérique du Nord et l'Europe en entier avec notre émission Bonjour. Et ça marche très bien. Voilà. Pour nous, nous ne sommes pas des philanthropes. Même nous, c'est sûr que nous ne sommes pas des philanthropes. Mais Bonjour aujourd'hui est un instrument de cohésion nationale, de réconciliation. Et c'est pour cette raison que nous avons,
partenariat avec les ambassades, les représentations des ambassades de tous les pays. Nous sommes demandés partout et je vous dis que ça marche très bien pour nous. Merci. Okay. Merci. Merci. Félicitations en tout cas. Félicitations. Bonjour à l'étranger. Mais ça fait un bien fou au moral de tous les Ivoiriens. Moi, je suis dans la production. Je vois l'autre jour un programme ivoirien qui se déplace avec des acteurs. Ils vont à Paris, on les voit partir, on les voit revenir. Personne n'a disparu, personne n'a fui. Mais je suis fier d'être ivoirien. Je marche gonflé comme ça, quoi. Tu vois, on va leur vendre notre culture, puis on revient. Et puis, voilà, c'est plus le ballet qui partait, et puis des danseurs disparaissent, machin. Non, ils vont, ils viennent. On est un vrai pays. Merci la RTI. Merci. Merci encore. Alors, le mot de la fin, le mot tout dernier de la fin, ce sera pour Emma, qui va nous dire donc ce qu'il pense de l'innovation. Comment est-ce que l'Ecobank, la banque panafricaine, pour ne pas faire de pub, qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours qui viennent, dans les semaines, les mois, en termes d'innovation, notamment sur les canaux digitaux, la banque digitale, le paiement électronique et autres? Alors, merci beaucoup. Vraiment, Ecobank, c'est la banque panafricaine parce que nous penchons vraiment sur les problèmes de l'Afrique. Alors, je vais peut-être prendre cette question sur deux volets qui vont justement faire l'objet de ma conclusion. Donc, le premier volet, c'est ce que nous faisons déjà en interne et le second va toucher ce que nous faisons en externe en termes de partenariat, donc plus précisément avec les fintech. Donc déjà en interne, on ne peut pas parler d'innovation si le cadre n'y est pas et si la culture ou les éléments qu'il faut justement pour promouvoir la culture n'y sont pas. Ce n'est pas possible. Et lorsqu'on parle d'innovation, on parle de faire des choses d'une manière différente. Et qui parle de faire les choses de manière différente parle aussi des ratés. Donc il faut bien évidemment qu'on puisse créer cette tolérance-là pour ce qu'on appelle communément l'échec, qui en réalité est une manière d'apprendre aussi. Donc déjà, il faut qu'il y ait cette culture qui soit créée au sein de nos institutions et aussi voir comment encourager et récompenser ces personnes-là. Donc à Ecobank, nous avons justement cette politique, cette culture que nous avons mise en place pour encourager les gens à innover avec des programmes, avec des récompenses et autres. Je vais vous donner un exemple très simple. Un problème pratique, Ecobank a aujourd'hui trouvé une solution qui change la vie des Africains. Imaginez-vous vous retrouvez au Bénin dans le cadre d'une mission et vous avez de la famille en Côte d'Ivoire ici et il faut payer éventuellement quelque chose à l'hôpital ou encore une facture urgemment à minuit ou à 2 heures du matin. Donc Ecobank est venu avec cette idée innovatrice à travers l'application mobile qui est très connue, de pouvoir générer des jetons et se rendre sur n'importe quel guichet et faire le retrait, peu importe l'heure. C'est vraiment du nouveau sur le marché et Ecobank a vraiment apporté du nouveau avec cette solution, vraiment qu'on ne retrouve pas sur le marché aujourd'hui. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'autres solutions, comme la solution qu'on appelle chez nous Ecobank Pay, donc une solution QR, qui sera très bientôt propulsée avec la réglementation pour adoption. Donc, vous scannez, vous faites un paiement et voilà, le paiement est fait automatiquement. Donc, Ecobank aujourd'hui dispose de cette solution interopérable déjà et offre ça sur le marché. Et donc, le deuxième volet de ma réponse, ça va en termes de la collaboration avec les partenaires, plus précisément avec ce qu'on appelle les fintech. Donc, s'il y a des partenaires, des personnes qui sont dans la fintech dans cette salle, vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de banque et fintech, il y a beaucoup de réticences. Alors, Ecobank a justement cassé cette barrière-là, sans pourtant regarder les fintech comme étant des personnes qui dérangent, mais plutôt des collaborateurs, en vue justement d'atteindre ces marchés non informels, donc justement l'informel, les commerçants et autres, de justement répondre à leurs besoins en collaboration avec ces fintech. Donc justement avec un concept de ce qu'on appelle le open banking, donc la banque ouverte. Donc à travers ces partenaires, nous offrons nos services de sorte à ce qu'ils puissent être en mesure de justement répondre aux besoins des secteurs sur lesquels nous sommes peut-être, on va dire, limités d'un point de vue réglementaire et autres. Donc c'est ce que nous faisons. Nous avons tout un tas de solutions que nous offrons justement à travers ces collaborations. Et ceci est justement sur ce concept que seuls nous pouvons évidemment aller très vite, mais ensemble nous irons très loin. Donc d'où cette collaboration que nous avons avec ces partenaires. Merci. Merci beaucoup Emma. Merci.
Je m'apprêtais à conclure quand on me fait observer qu'il y a une dame qui attend depuis de poser sa question, Madame Cissé Kadi de la délégation Ayouf. Est-ce que vous me permettez de prendre cette dame ou bien je dois... Voilà, bon, voilà. Ce que femme veut. Alors, Madame Cissé Kadi. Ok, merci. C'est l'innovation aussi, hein, parce qu'on lève la main, on n'arrive pas à nous interroger. J'ai pris un bout de papier, j'ai noté, puis j'ai fait circuler sans pouvoir déranger les gens aussi. Donc tout ça fait partie de l'innovation. Il y avait une question pour le monsieur de l'Indigo. C'est d'abord de dire merci à notre marraine qui nous donne vraiment l'opportunité de participer, parce que moi, je suis sage-femme de formation, je suis active, qui est santé de la reproduction. Donc je suis spécialiste vraiment d'hygiène menstruelle, à travers une alternative de serviettes réutilisables pour maintenir la jeune fille à l'école. Moi, j'ai une question. L'innovation, c'est quoi? C'est de voir ce qui est là, de transformer, ou bien de chercher à créer d'autres opportunités. Parce que nous sommes en Afrique, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pourrons transformer en termes d'innovation, en termes d'impact. Et moi, je tire le chapeau à CIE de l'innovation avec les 4 rechargeables pour l'électricité. C'est vraiment quelque chose qui marche beaucoup et puis c'est plus rapide aussi. Et de pouvoir aussi dire à la RTI aussi, en termes d'innovation aussi, c'est de regarder aussi la cible aussi. Il y a par exemple des émissions qu'on voit, tu vois, à 7 heures, c'est pour les enfants. En ce moment, les enfants sont couchés, tout ça. En termes d'innovation, c'est regarder l'opportunité, le moment aussi, en termes d'innovation. Je pense que c'est des choses aussi qu'il faut vouloir encourager, de toujours consulter la cible et puis voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne va pas au fait. C'est d'abord féliciter tout le monde. Et il y avait une question au début. Moi, j'ai vu une dame, parce que moi, je suis beaucoup dans le domaine du genre. Je vois qu'il y a beaucoup de panélistes. Et comme moi, je viens pour la première fois, je dis l'innovation, c'est un métier d'homme. Parce que là, je ne vois pas de dame qui peut, par exemple, m'inspirer. Ça, c'est voilà. Donc, ça, c'est après qu'on avait une dame en ligne, mais de grands monsieur de la Côte d'Ivoire qui se font remarquer, 5 personnes, pas de dame. Madame, moi. Madame Cissé, écoutez, tout à l'heure, le déjeuner, c'est 2 dames à l'honneur. Il n'y aura pas d'hommes qui vont prendre la parole. Il n'y aura que des dames. Donc c'était un peu ça, c'est de dire merci pour vraiment l'expérience. Et moi, je suis passionnée de communication, surtout d'innovation. Si aujourd'hui, nos mamans utilisaient un vieux morceau de pain pour se protéger, et grâce à l'innovation, on arrive à faire des serviettes réutilisables, adaptées à cette nouvelle génération, c'est parce qu'il y a des médias, il y a des personnes qui ont accepté de partager des informations. En tout cas, chapeau à vous. Merci. Merci. Chapeau à Russell aussi de nous amener donc autour de ce plateau de l'innovation. Quelqu'un veut-il répondre ou bien je pense que c'était plus une contribution? Oui. Voilà. Alors, très bien. Je pense que si nous avons aimé ce panel, si nous avons aimé les contributions des panélistes, si elles nous ont enrichi ces contributions, je pense qu'il faut qu'on fasse une grosse ovation à messieurs les panélistes avant donc de conclure donc, ce panel. Merci infiniment à vous, merci de nous avoir éclairés, merci pour vos contributions, pour les échanges qui ont eu lieu, pour ce partage d'expériences qui fait la force justement, qui est la marque de fabrique des ASCOM. Merci beaucoup, je vous invite tout de suite pour ceux qui ont les cartons d'invitation verts, donc pour le déjeuner, au cours duquel 2 dames, je le disais tantôt, vont intervenir pour nous dire tout ce qu'elles font donc de bien en termes de communication, d'innovation aussi. Et juste après, ne partez surtout pas, parce qu'après, nous avons ASCOM Insight, qui est une tribune qui va permettre donc à des communicants, des spécialistes de marketing de venir présenter ce qu'ils font et autres. Et tout de suite après, n'oubliez pas la grande conversation à 14h30 avec Paul-Emmanuel Ruffers, qui est une référence, comme Russell l'a dit tout à l'heure, en matière de communication de luxe et de la mode. Alors, très bien. Merci encore. Et très bon déjeuner, ceux qui vont déjeuner, et à tout à l'heure pour la reprise. Merci. Une photo de famille quand même, où sont les photographes? Voilà.